Le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine est une question préoccupante alors que les États déploient les moyens nécessaires avec le soutien de l'ONU, mais également de la France, pour donc venir à bout de ces terroristes. Et bien sûr, le phénomène prend l'ampleur. Le Bénin a subi pour une première fois, on peut le dire ainsi, il y a quelques jours, plus précisément, le 30 décembre, 1er décembre, des attaques des éléments des forces armées, et bien sûr dans le nord du pays. On parle donc de la ville de Banikoua et de Porga, attaque soldée par la mort de 2 soldats béninois et des blessés graves. Mais également au niveau donc des djihadistes, et bien sûr 2 ou 3 ont pu être donc neutralisés par les éléments béninois. Très tôt, les forces armées donc ont, à travers donc, un communiqué, rassuré le peuple béninois. Des efforts ont été faits pour renforcer la sécurité, surtout dans le nord Bénin. Alors, des interrogations subsistent et persistent. Des menaces djihadistes pèsent-elles sur le Bénin? Est-ce des menaces nouvelles ou anciennes? Alors, que dire donc de ces attaques en général? Et la question de la lutte contre le terrorisme dans la région de l'Afrique occidentale. Est-ce un combat à sans fin, vu les efforts que les États déploient, le Nigeria avec la présence de Boko Haram, le Mali, et puis d'autres pays de la sous-région avec la présence, bien sûr, d'autres groupes djihadistes. Nous allons donc en parler avec 2 spécialistes des relations internationales, analystes politiques également. J'ai avec moi ici Olivier Michel de Campos, analyste politique. Monsieur de Campos, bonjour. Bonjour. Alors, si tout va bien, Morgan Sogba-Metondi, spécialiste des relations internationales, va nous joindre. Il est en déplacement, bien sûr, à l'intérieur du pays, mais il pourra donc intervenir dans ce débat, et bien sûr par téléphone, bien entendu. Alors, avec la complicité de Martin Tonissi à la réalisation, bien entendu aussi. Alors, Monsieur de Campos, oui, 30 novembre, 1er décembre, est-ce que vous avez été surpris par ces événements, vous, personnellement? Alors, pas du tout surpris parce que ça fait plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années déjà que les experts et les différents observateurs de cette situation tirent la sonnette d'alarme sur les éventuelles possibilités d'une attaque terroriste sur les pays côtiers. Parce qu'il serait illusoire de penser que cette menace-là qui frappe la plupart des pays du Sahel épargne les pays tels que le Bénin, qui sont quand même frontaliers avec le Burkina, le Niger et j'en passe. Donc tous ces pays qui sont côtiers sont également en première ligne de la menace terroriste. Donc il n'y a pas eu grande surprise d'apprendre qu'un tel événement a pu se produire. La seule chose qu'on ne savait pas, c'était quand. On savait pertinemment qu'à un moment ou à un autre, cela pourrait arriver, mais quand exactement, c'était la grosse interrogation. Et voilà, c'est arrivé, c'est fait. On est passé d'un stade de menace potentielle, de menace appréhendée, à une menace réelle, effective, qui était finalement advenue. Alors, mais la question, est-ce que cela veut dire que le Bénin se retrouve aujourd'hui être une cible aussi pour les terroristes, ou c'est des situations indirectes liées peut-être à l'activité des djihadistes dans ces pays qui expliquent ce qui s'est passé le 30 et le 1er? Alors, là, vous posez une question assez intéressante, vraiment intéressante, parce que le débat de fond même se situe à ce niveau-là. Et par rapport à cela, moi, j'ai quand même une analyse que je fais de la situation qui est celle-ci. Alors, plutôt que d'aller un peu dans le passionnel, dans l'émotionnel pour appréhender cette situation, c'est quand même assez intéressant de se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire, cette attaque, quelle est sa nature réelle? S'agit-il d'un événement isolé, c'est-à-dire d'une attaque isolée complètement qui n'a pas forcément de lien avec le terrorisme dans la région? C'est-à-dire, est-ce que c'est un groupe quelconque qui a perpétré ou un acte de banditisme, comme ce qu'on pourrait dire? Ou s'agit-il d'attaques terroristes coordonnées et intentionnelles? Là est toute la question, parce que entre une attaque totalement anodine, un fait circonstanciel, et une attaque terroriste planifiée et perpétrée, là, il y a toute une différence. Et là se retrouve donc toute la problématique, toute la question à laquelle peut-être les autorités doivent pouvoir trouver la réponse adéquate.
Alors, il est évident que la situation sécuritaire dans la région ne saurait épargner, comme je le disais à l'entame, ne saurait épargner le Bénin. Donc, que le Bénin se retrouve aujourd'hui dans cette posture-là est totalement un fait attendu. Attendu dans la mesure où, lorsque vous avez les différentes attaques qui sont menées, c'est-à-dire les différentes ripostes qui sont menées par les différents États, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, le Niger, contre ces groupes terroristes-là, vous observez quand même des sortes de replis. Et à force de se replier, de gagner, de perdre du terrain, eh bien, ils finissent par arriver sur des terrains encore un peu plus vieux, donc vers le sud, ce qui pourrait expliquer la présence de ces groupes-là dans cette région, qui d'ailleurs est connue pour quand même abriter un certain nombre de groupes terroristes. Alors donc, toute la question se situe donc à ce niveau-là de savoir quelle est la nature réelle de cette attaque. S'agit-il d'une attaque intentionnelle, coordonnée, planifié, c'est important de le souligner, qui a été perpétré, ou doit-on mettre ça sur le compte d'un événement complètement circonstanciel? Parce que lorsque vous observez un peu également l'impact des attaques, parce que pas plus tard que dans la semaine, il y a eu de nouvelles attaques, que ce soit au Burkina, au Mali et tout, qui a fait des dizaines de morts. Alors, lorsque vous observez quand même la comparaison, même si ce n'est pas raison, mais lorsque vous comparez un peu ces différentes attaques qui sont perpétrées généralement dans ces pays-là, au Mali ou au Burkina ou au Niger, qui font généralement des dizaines de morts avec des cibles civiles ou militaires ou gendarmes, vous observez que mais si on veut faire la même chose peut-être au Bénin, alors pourquoi est-ce que le bilan se situe à ce niveau-là? Alors donc, ça pose la question de savoir, est-ce que c'était réellement une attaque coordonné et planifié, ou c'était juste quelque chose qui est arrivé comme ça? Et là, en même temps, il y a peut-être une explication. Il pourrait s'agir d'une escarmouche, c'est-à-dire d'un test pour voir un peu les capacités de réactivité, de riposte de l'adversaire, pour voir à peu près dans quelle mesure ils sont réactifs, quitte à maintenant replier pour préparer peut-être, on ne le souhaite pas, mais la véritable attaque qui pourrait subvenir. Alors, il y a le quotidien, le pays au Burkina Faso qui semble s'inscrire dans votre logique aussi. Voilà, Patrice Talon, le président béninois, et bien sûr, a du mouron à se faire, car les terroristes sont ainsi faits, et que quand ils prennent pied dans un pays, les en déloger devient pratiquement une tâche impossible. Tout à fait. Alors donc ça épouse un peu votre analyse. D'abord donc le fait de se replier suite donc aux assauts donc de certains pays donc repousse un peu cette djihadiste vers le Bénin. Alors mais est-ce que de façon générale, est-ce que la menace reste persistante au Bénin? Oui, évidemment que la menace est persistante, non seulement au Bénin, mais dans tous les pays de la sous-région. Ça, c'est un fait. C'est un fait qui ne date pas d'aujourd'hui. Et je voulais le rappeler, ça fait depuis 2019. Vous vous en souvenez, l'attaque contre le guide touristique avec l'enlèvement des Français en 2019. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que la menace existe. La menace, elle est réelle, elle persiste depuis de nombreuses années. C'est seulement qu'elle se renforce de jour en jour, de semaine en semaine, compte tenu des développements de ce qui se fait du côté du Mali, parce que plus la situation évolue dans ces pays-là, plus les pays qui étaient autrefois épargnés se retrouvent en première ligne parce que le terrain est vierge, est vague, est vaste, et ces groupes-là cherchent toujours des positions de repli où elles peuvent trouver comme des bases arrière pour lancer de nouvelles attaques. Donc la menace, elle est persistante, elle est là, elle est réelle, et il ne faudrait pas la négliger. D'accord. Alors, mais ces attaques sont survenues à un moment où le Bénin présentait, en fait, le nouvel ambassadeur du Bénin a présenté sa créance en Russie. Et il a senti aussi d'une certaine coopération militaire entre le Bénin et la Russie. Et puis quand on sait aussi que la présence du groupe Wagner, par exemple, au Mali, n'est pas bien vue par l'Union européenne, notamment la France et autres, est-ce que ces événements sont une pure coïncidence?
Bon, ou lié à d'autres positions? difficile de lier ces éléments tout de suite comme ça parce qu'on n'a pas forcément les grilles d'analyse pour trouver des corrélations entre ces différents faits. Il peut s'agir tout simplement de coïncidences. Mais une chose est certaine, chaque État a le droit de disposer des relations de coopération qu'il veut avec tel ou tel État ou telle institution. Encore que nous n'en sommes pas encore à l'étape du groupe Wagner ou encore nous n'en sommes pas encore à la situation du Mali, ou encore, jusqu'à présent, on est toujours dans le doute, savoir est-ce que Wagner est réellement présent au Mali ou pas. Il n'y a toujours pas de déclaration officielle ou de présence effective de ce groupe-là. Ça reste toujours dans l'ordre des suppositions. Donc, on attend de voir. Mais, quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, nous n'en sommes pas encore véritablement à ce stade-là. Et le concours de circonstances que vous évoquez peut-être tout simplement le fait du hasard, c'est-à-dire les relations entre la Russie et le Bénin, les lettres de créance de l'ambassadeur, ça peut être totalement plus coïncident parce que, vous savez, les terroristes n'ont pas d'agenda. Ils frappent lorsque l'opportunité s'offre à eux de le faire. Donc, ça peut être tout simplement une simple coïncidence. Alors, mais aujourd'hui, est-ce que le Bénin a-t-il réellement les moyens nécessaires pour faire face à ces menaces-là? Là se trouve toute la question. Ne parlons pas que du Bénin. Demandons-nous si les pays qui font face à cette menace-là ont véritablement les moyens de riposter. Et c'est là tout le débat. Parce que lorsque vous observez tous les mécanismes qui ont été mis en place depuis le début, on va dire depuis presque une dizaine d'années maintenant, est-ce que ces mécanismes-là ont réellement fonctionné? Parce que vous observez sur le terrain qu'au lieu de regresser, depuis 2012 par exemple, nous avons une multiplicité des attaques. Et on se demande même si ce n'est pas toutes ces actions-là qui ont donné encore une sorte d'élan à cette problématique-là. Parce que depuis qu'on a commencé d'abord avec Serval, ensuite Barkhane et toutes les missions, que ce soit des Nations Unies ou des forces occidentales, Takuba, mais vous observez que la situation, au lieu de s'améliorer, va de mal en pire. Et c'est assez déplorable de le noter que vous observerez le décompte macabre qui se fait depuis ces dernières semaines, pratiquement quotidiennement, de morts au Mali, au Niger, au Burkina. Ça devient au Burkina Faso. Donc, c'est une situation qui commence à faire froid dans le dos. Parce qu'on se demande, mais à quand est-ce qu'on arrive à la fin de cette situation-là? Et là, ça pose toute la question de savoir quelle est l'efficacité de tous ces mécanismes-là qui ont été mis en place pour lutter contre cette situation d'insécurité. Parce que observez également que ces groupes n'arrêtent pas de se renforcer, de s'armer davantage, de s'organiser, de se réorganiser. Même lorsque vous arrivez à neutraliser, comme le thème est consacré, à neutraliser la tête, c'est-à-dire le premier responsable, quelques semaines après, c'est comme un monstre à plusieurs têtes, et puis vous avez une nouvelle figure qui émerge et qui poursuit la dynamique. Ce qui fait que depuis toutes ces années, on assiste à un combat sans fin avec un ennemi invisible. Ça, c'est une autre caractéristique de la lutte dans laquelle se trouvent ces États-là. Ils sont face à une guerre asymétrique avec un ennemi qui ne voit pas, qui se fond dans la population, qui se fond dans la masse et qui est totalement difficile de détecter et d'identifier. Donc, tous ces paramètres-là, mis bout en bout, également les capacités personnelles intrinsèques des États à faire face à cette situation-là, font que cette crise-là continue toujours aujourd'hui et avec des conséquences assez dommages. Alors, je crois que nous avons notre, et bien sûr, consultant, Morgan Metonji Asoba, certainement déjà en ligne pour apporter aussi donc, son analyse par rapport donc, à la situation. Alors, s'il est en ligne, Morgan, bonjour. Bonjour, M. Corneille. Alors, merci pour l'intérêt que vous portez donc et bien sûr à nos programmes et surtout pour le soutien. Alors, vous intervenez depuis Savalou, c'est bien cela? Je ne suis pas loin de Savalou, je suis à Savé. D'accord. Alors, nous parlons bien sûr de ces attaques des 30 et 1er derniers. Alors, Olivier Michel de Campos, analyste politique,
et bien sûr apporter son analyse justement par rapport à la situation. Et pour lui, la menace n'est pas nouvelle. Depuis 2019, déjà, le Bénin se retrouve et bien sûr, dans cette situation défavorable par rapport, bien sûr, à une intervention quelconque de ces djihadistes. Alors, est-ce que c'est un événement pour vous? Est-ce que ce sont des événements anodins, rares, isolés ou de véritables menaces à prendre en considération? Il faudrait dire que là, tout de suite, ce serait très difficile d'évaluer cela comme un événement anodin ou même de dire que ce sont de véritables menaces djihadistes. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, dans la plupart de ces situations qu'on voit de part et d'autre dans la région du golfe de Guinée où se situe le Bénin, on n'a pas forcément des groupes djihadistes qui réclament la paternité de ces attaques, en tout cas pour la plupart des cas. Mais il faut souligner qu'il est bel et bien question là d'attaques qui menacent le processus de développement dans ces différents pays dont le Bénin figure. Et qu'il faille nécessairement que les autorités de ces pays concernés prennent des mesures drastiques pour maintenir la paix et la stabilité favorables au développement dans ces pays. Il faut dire aussi que ces autorités ne sont pas restées, disons, les bras croisés, parce que déjà en 2017, il y a une initiative de ces pays du Golfe, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, qui visent à renforcer leur coopération militaire pour, d'une façon ou d'une autre, faire barrière à de potentielles menaces djihadistes et gérer de façon plus efficace la sécurité dans ces différents pays. D'accord. Alors justement, le dernier aspect m'intéresse beaucoup, renforcer la coopération militaire, mieux gérer les questions liées à la sécurité dans la sous-région. Mais malgré l'existence donc de l'armée au niveau donc, de ces pays et le soutien de l'ONU et même de la France à travers les opérations Barkhane et autres, on constate quand même que la menace reste persistante. Les attaques et bien sûr se font pratiquement tous les jours, surtout ces derniers temps au Mali et au Burkina Faso surtout. Alors qu'est-ce qui explique la fébrilité? Est-ce la fébrilité de nos armées, de nos systèmes de défense ou comment l'expliquer? Alors, cette question est pertinente et je peux vous rassurer qu'il y a eu déjà une panoplie de réflexions dans ce sens. La réflexion qui tient le plus la route est celle qui attribue cette réticence de cette menace à ce qu'on pourrait appeler une approche sociale qui est lésée par rapport à l'approche militaire. On se rend compte que les différents acteurs qui estiment qu'il faille remédier à cette situation sont beaucoup plus concentrés sur des coopérations militaires, sur un combat qui vise à neutraliser une force armée. Alors que nous nous retrouvons ici face à une menace qui exploite déjà les fébrilités sociales qui existent dans ces pays. Les petits conflits par-ci et par-là, les mécontentements de ces populations, et on se retrouve donc dans un cadre où on parlera de la faveur qu'offre l'extrémisme violent ou, disons même, les malaises dans le contexte social de chacune de ces communautés. Parce que les soi-disant djihadistes ou groupes terroristes exploitent des éléments sur place. Ce n'est pas une exportation des personnes qu'ils utilisent pour mener les attaques, mais qu'ils exploitent les failles qui se retrouvent dans la société pour renforcer leur capacité de nuisance. On pourrait donc maintenir cette hypothèse pour expliquer l'inefficacité sur le long terme et en profondeur des différentes mesures pour pallier à la situation que les différents États utilisent jusqu'à présent. D'accord. Alors, Morgan Assoga-Metondia, avant de vous laisser cette partie, justement, on a vu ces dernières années, par exemple, des mouvements anti-français, surtout au Burkina Faso, au Mali et même au Niger.
Et puis, dans le même temps, au dernier sommet Chine-Afrique, vous avez vu les déclarations de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères qui espère une intervention, une implication de la Chine dans la lutte contre le terrorisme dans la région du G5 Sahel. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, la présence française a montré ses limites et que peut-elle apporter? Je parle de la Chine concrètement dans cette lutte. Il ne s'agit pas juste de parler des limites de la présence française lorsque vous analysez ce qui se passe. Il s'agit ici même plutôt de mettre en relief la nécessité d'avoir plusieurs acteurs pour juguler cette situation qui n'est plus simplement une situation propre à une partie de l'Afrique et non même, on ne pourra pas dire que c'est seulement une situation propre à l'Afrique. Mais c'est une situation qui entre dans le cadre global de cette lutte-là contre le terrorisme. Et donc, la présence d'autres acteurs qui sembleraient avoir des atouts, des partenaires qui pourraient aider dans la gestion ou dans la capacité à maîtriser cette situation qui menace maintenant pratiquement toute l'Afrique est nécessaire. Et donc, il n'y a pas que la Chine, il y a aussi la Russie qui a fait son entrée de l'autre côté où on essaye d'en parler un peu. Maintenant, qu'est-ce que la Chine pourrait apporter? On ne va pas mettre de côté la capacité économique de la Chine, on ne va pas mettre aussi de côté certaines capacités militaires et d'armement de la Chine. Donc, certainement, la coopération stratégique va apporter un plus dans la lutte contre cette menace. D'accord. Merci à vous, Morgane Asogba Metonji. C'est un plaisir. Merci et bonne suite à vous. Merci à vous. Et puis, Olivier, Michel de Campos, vous avez suivi donc la réaction de Morgane. Alors, dans ses propos, surtout, il disait que la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, et surtout au niveau du G5 Sahel, ne sera pas purement une lutte militaire, mais qu'au niveau social aussi, ça dresse le lit, ça favorise également. Voilà. Alors, est-ce que vous partagez aussi Oui, tout à fait. Vous savez, tout ce qu'on observe comme situation d'insécurité est favorisé d'abord par quoi? Il y a les problèmes d'instabilité politique et également les vulnérabilités socio-économiques et tout ce que nous observons comme dérèglement sociétal. Vous savez, donc c'est des éléments assez importants sur lesquels il faut arriver à mettre le doigt pour les régler, parce que tout ne peut pas se régler par le plan militaire. Lorsque vous adoptez la stratégie du tout militaire, vous risquez de régler seulement une partie du problème et de laisser la grosse partie, la partie principale, primordiale, toujours d'actualité. Ce qui fait que vous allez tout le temps revenir au même éternel recommencement et la situation ne sera jamais résolue. Parce que ces groupes terroristes-là, lorsqu'ils viennent sur un terrain, ils ont des stratégies qu'ils mettent en place. Ils ont des manœuvres d'approche par rapport aux populations pour compenser ce qu'on qualifierait d'absence de l'État. Vous observerez que ces groupes-là ont plus d'emprise dans les régions où il y a une sorte de défaillance étatique, une défaillance d'administration où elles se substituent carrément à l'administration territoriale, à l'administration locale pour apporter des réponses concrètes aux problèmes des populations, quitte à même se substituer complètement à l'appareil étatique. Donc, lorsque vous ne réglez pas ce genre de problèmes-là, sociétaux, politiques, administratifs, là, vous faites le lit carrément, vous faites le lit, vous ouvrez en fait toute la voie pour que ces groupes-là puissent s'installer durablement et continuer d'opérer, s'organiser et recruter surtout, parce que c'est également un autre aspect de la question, le recrutement des jeunes, qui passe souvent par des intéressements, par de l'argent ou par d'autres pratiques, parce que vous avez des régions qui sont complètement déconnectées des capitales, où vous avez des jeunes livrés à eux-mêmes, au chômage, au désœuvrement, ce qui fait que ces opportunités-là, quand elles viennent, elles sont tellement alléchantes qu'on a la facilité, ces jeunes-là ont la facilité de les saisir. Et là, vous avez des personnes qui, a priori, n'ont rien à voir avec les mouvances djihadistes ou ne savent rien même de la religion, mais qui sont embarqués, embrigadés dans ces combats-là. Et la situation ne finira jamais si on ne règle pas. Donc, je partage totalement ce point de vue-là. Alors, mais ça restera une question, un combat éternel. Oui, on ne souhaite pas qu'il soit éternel. Si on prend les mesures qu'il faut, et je pense qu'il y a plusieurs réflexions qui sont menées dans ce sens-là pour qu'on aille vers
les vrais problèmes qu'on peut, en tout cas qu'on ne se limite pas uniquement aux militaires, mais qu'on aille également au plan social, au plan de l'économique, c'est-à-dire résoudre les problèmes de pauvreté, parce que la pauvreté également est un facteur favorisant de l'émergence de ces groupes-là dans certaines régions, parce qu'elles viennent avec un discours totalement mielleux de coopération, comment dirais-je, de tranquilliser, c'est-à-dire ils mettent la population totalement en confiance, c'est-à-dire un discours rassurant pour leur dire non, écoutez, nous on ne vient pas pour faire ci, pour faire ça. Donc il y a tout cet environnement-là qu'il faut essayer de récupérer. L'État doit pouvoir exercer sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Et regardez par exemple aujourd'hui le territoire du Mali qui est aux 2/3 totalement aux mains des groupes terroristes, ce qui n'est pas possible pour un État de vivre ainsi et d'espérer résoudre la question du terrorisme de cette manière. Donc il faut une reconquête du territoire pour que les actions puissent aller jusqu'au plus dernier hameau de chaque pays pour qu'on évite de donner le terrain favorable à ces groupes-là. Alors, est-ce que vous partagez aussi le même avis par rapport donc, à une possible intervention chinoise, une coopération chinoise entre la Chine et l'Afrique, bien sûr, dans ce domaine-là, tel que l'espère la ministre sénégalaise des Affaires étrangères? Oui, c'est une demande je vais dire des Africains, pour ne pas dire de la ministre des Affaires étrangères sénégalaise, qui peut-être, je suppose, porte la voix de plusieurs autres pays africains. Mais avant d'analyser cela, moi je me dirais qu'il faut que les Africains se prennent déjà au sérieux eux-mêmes et commencent par faire ce qu'il faut à leur niveau d'abord, avant de chaque fois crier à l'aide extérieure, crier à la coopération extérieure. Oui, c'est vrai que c'est important de recourir à des aides, la Russie, la Chine ou d'autres, pour venir pallier à certaines insuffisances, parce qu'il est évident qu'avec l'ampleur de cette menace-là, un seul pays ne peut plus y faire face tout seul. Ça, c'est totalement admis qu'il faut de la coopération internationale pour y arriver. Mais il ne faudrait pas qu'on s'inscrive dans une logique de se dérober à nos responsabilités régaliennes et se dire qu'avec la coopération chinoise, la coopération russe, on pourra régler tous les problèmes dans ce domaine-là de l'insécurité. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, parce que les autres, ils viendront forcément pour satisfaire des intérêts donnés. Il faut qu'on soit clair là-dessus, il faut qu'on ait cela bien évident dans nos mémoires, que la Russie vienne... Sur des conditions, certainement. Bien sûr, sur des conditions et de très bonnes conditions qui forcément les arrangeront, parce que c'est pas des œuvres de bienfaisance ou je ne sais pas, mais c'est forcément basé sur des intérêts de ces États-là. Donc il faudrait que les États africains fassent plus d'efforts. Je ne dis pas qu'ils n'en font pas. La preuve, c'est parce qu'ils en font que, quand même, à un certain niveau donné, on observe certaines avancées, certaines conquêtes, quand même, à leur niveau où, quand même, on sent qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais ça reste largement insuffisant. Regardez, par exemple, tous les débats qu'il y a autour de la mise en place d'une force africaine, par exemple. Voilà, c'est des questions qui sont là depuis des années, des mois, et puis, à chaque fois, on fait des rencontres, on fait des sommets, on fait Oui, mais pourtant, on en vient toujours au même résultat. La force n'est pas sur le terrain. Alors que vous avez un déficit capacitaire énorme pour venir à bout de ces groupes terroristes-là qui sont implantés. Donc, il faudrait que les États puissent prendre leurs responsabilités résolument, mettre ce qu'il faut comme moyen, mettre ce qu'il faut comme engagement à divers niveaux pour que les ambitions puissent être respectées, pour que les résultats puissent être à l'arrivée. Parce que sinon, on va continuer par crier à chaque fois, par faire appel à tel ou tel partenaire. Mais le partenaire viendra faire ce qu'il peut. Regardez un peu ce que le discours de la France, qui demande aux pays africains de prendre leurs responsabilités. Que la France ne viendra pas forcément faire ce que les États africains ou les États concernés doivent faire. Moi, je prends ça comme une injure, parce qu'on n'a pas besoin de nous rappeler ce genre de choses. Les États africains, en tant qu'États souverains indépendants, devraient savoir que la sécurité, c'est l'une des missions principales, premières d'un État. Et se concentrer sur cela. Mais vous avez des situations quand même assez incroyables où on se dit peut-être que, bon, comme la France est là, comme les Nations Unies sont là, bon, on peut se reposer. Non, il est temps maintenant que les États prennent leurs responsabilités et agissent en conséquence pour pouvoir s'en sortir par eux-mêmes, et quitte à ce que les aides extérieures puissent venir appuyer l'effort qui est déjà fait sur le terrain. Alors, les terroristes, les djihadistes qui sont donc présents dans notre sous-région, de quels moyens disposent
est-il? De quel soutien justement? Et qu'est-ce qui explique leur résistance? C'est autant de questions qu'on va peut-être pas évoquer ici maintenant. Je crois qu'on aura encore un autre plateau, pourquoi pas plus élargi, sur donc les questions du terrorisme, pourquoi pas sur un géopolitique avec le risque Freddy d'avant, parce que c'est là aussi d'autres questions. Oui, alors, de quel moyen, de quel soutien voilà. Oui, vous savez, il y a plusieurs... On a fait un débat, je pense, déjà sur les méthodes, les modes de financement de ces groupes-là. Et vous savez, en fait, je pense qu'il y a un véritable problème à ce niveau parce que la menace est en train... Aujourd'hui, je ne sais plus s'il faut parler de djihadisme, forcément, ou il faut parler carrément de terrorisme. Parce que vous observez quand même que ces gens-là n'ont plus forcément d'idéologie islamiste derrière. Bon, pas pour certains. Certains ont toujours cette... Ce qui fait justement la complexité de toute cette histoire. Parce que vous avez la multiplicité des groupes. Il y a l'État islamique d'un côté, il y a AQMI de l'autre. Il y a tellement de groupes maintenant qui se font la guerre entre eux également. Ça, c'est un autre aspect qu'on n'a pas forcément abordé. Non seulement ils font la guerre contre les États, contre les populations, mais ils font également des guerres de leadership entre eux pour savoir qui contrôle tel territoire, qui contrôle tel autre territoire. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe. Et je pense que tout cela parvient à nourrir leur réseau à travers les enlèvements qui sont gérés par des rançons. Tout ça fait de la rentrée d'argent, les trafics, parce que justement, ceux qui parlent de religion, de charia et consorts, mais qui se livrent à des actes de trafic de drogue, de trafic de stupéfiants ou d'armes, ou de tout ce qui est normalement proscrits par cette religion-là qu'ils sont justement en train de vouloir prôner. Donc, c'est complètement un jeu de dupes auquel on assiste. Et puis, c'est les populations, ce sont les États qui en pâtissent de cette situation. Merci à vous, Olivier Michel de Campos, pour vos analyses assez pertinentes sur ce plateau.